Voilà, mon nom est Benoît Loup. Je vis en province de Liège depuis maintenant à peu près 50 ans. Ce sera 50 ans dans quelques jours même. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Et ben voilà, d'abord c'est un plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui pour toutes les personnes électro-hypersensibles d'une part, et d'autre part pour Monsieur Guy Lerat qui organise avec l'association ici qui organise ces rencontres. On m'a convié pour donner une conférence sur la 5G. Je vais essayer de faire ça le mieux possible. Je n'en suis pas à ma première conférence. Je dirige un bureau d'études de l'environnement spécialisé dans la mesure des champs électromagnétiques depuis 1996, bientôt 30 ans. Donc j'ai acquis une expérience sur le terrain. On organise également des formations depuis à peu près une vingtaine d'années dans le domaine de la mesure des champs électromagnétiques, du diagnostic et des protections. Et voilà, je pense pouvoir être à même de vous donner des conseils et des informations par rapport à la 5G aujourd'hui. Alors, d'abord, peut-être définir un tout petit peu le cadre de mes compétences et de ma formation. J'ai été stagiaire pour Jean-Marie Dans, qui est un biophysicien belge, pendant plus de 10 ans, que beaucoup de personnes connaissent. J'ai également été élève du professeur Roger Santini de l'Institut national des sciences appliquées. On a eu l'occasion d'écrire et coécrire certains ouvrages ensemble sur le sujet des champs électromagnétiques, parmi les premiers ouvrages francophones qui ont été publiés, donc déjà il y a à peu près une vingtaine d'années, entre 20 et 30 ans. J'ai acquis une expérience donc en collaboration avec certains médecins plutôt ouverts en médecine alternative à la base, qui avaient de plus en plus de personnes qui souffraient des ondes et qui devaient être orientées ou conseillées dans ce sens. Donc on a aussi des approches par rapport aux basses fréquences et hautes fréquences, à la radioactivité et même des aspects concernant la géobiologie, puisque toutes ces interactions peuvent se conjuguer ou peuvent éventuellement s'ajouter les unes aux autres. Voilà, alors d'abord, il faut garder, je sais un petit peu ce que dit ici ce philosophe italien, Antonio Gramsci, qui est donc un écrivain et philosophe, qui dit qu'en fait, il faut avoir pour lui un pessimisme de la raison et un optimisme de la volonté. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense que avec ce genre de sujet, c'est important de préciser les choses de manière à donner à la fois des arguments techniques et scientifiques qui peuvent permettre à des personnes qui peuvent décider justement des choses de l'avenir, non seulement au niveau politique, mais au niveau médical, au niveau scientifique, et de pouvoir répondre aux personnes qui se questionnent par rapport à toutes ces choses-là. Énormément de publications existent aujourd'hui sur l'impact des ondes électromagnétiques, sur les effets biologiques, et beaucoup d'études ont été menées sur les 60 dernières années dans le monde entier. On n'est plus aujourd'hui à se poser la question, est-ce que les risques existent? Est-ce que les effets biologiques existent? C'est une évidence. C'est une évidence en tous les cas pour ceux qui lisent des études qui sont moins sponsorisées et peut-être moins publiées dans certaines presses médicales qui édulcorent et qui orientent évidemment souvent les conclusions en faveur de « il n'y a pas d'effet » ou comme les organismes officiels ou l'Organisation mondiale de la santé qui prennent leurs conseils auprès d'organismes qui sont censés protéger les consommateurs et qui protègent plutôt la santé financière des industriels. C'est dommage, cette constatation, je ne suis pas le seul à la faire, et on peut déjà dire que simplement en regardant, suivant les sources de financement des études, la manière dont les conclusions sont orientées, on a compris. Des épidémiologistes comme Sclessin et Hus, pour ne pas les citer, ont voulu voir si en fonction de la source de financement des opérateurs ou des fabricants de portables ou des ONG et des pouvoirs publics, c'est-à-dire indépendants, les conclusions étaient différentes et effectivement elles le sont. Quand on veut trouver, on peut trouver, et quand on ne veut pas trouver et qu'on ne se donne pas les moyens d'y arriver, eh bien on peut renouveler les crédits d'année en année dans les milieux scientifiques officiels. Et donc les consommateurs
qui font confiance aux organismes officiels doivent se poser aujourd'hui de plus en plus de questions. Et les scandales sanitaires qui sont derrière nous, qui viendront peut-être demain, sont notamment aussi un témoignage qui va dans ce sens. Donc le pessimisme avec intelligence, c'est une morale de l'action, donc on n'a pas de solution miracle. On trouve des compromis, on survit, on essaye d'avoir une attitude positive, d'évoluer, de faire bouger les montagnes. En étant plus nombreux, on est plus fort. Seul et replié, c'est plus compliqué. Donc je pense que se détacher, en fait, dans la mesure du possible, des sources nuisibles, sans pour autant rester aveugle et continuer à informer, et déjà la plus jeune génération d'entre nous, c'est quelque chose de fondamental. Diapo suivante. Ah oui, il y en a pas mal. Oui. Alors, j'ai écrit et coécrit quelques ouvrages, vous les verrez sur les tables qui sont juste ici derrière. Donc, j'ai participé notamment à un ouvrage également publié par Nature et Progrès il y a quelques années sur les pollutions électromagnétiques. J'ai participé au guide européen comme co-auteur avec Roger Santini, Jean-Marie Dance et Marius Seigne, et également l'Habitat Sain avec le professeur Le Russe qui fait partie du CRIREM en France. La carte blanche 5G Bruxelles, en fait, il y a une carte blanche qui a été publiée dans l'Echo avec de nombreux scientifiques et associations en 2022 où on demande en fait que la santé et l'humain soient au centre et qu'on essaye de sauvegarder les ressources naturelles, et ce sont les défis de l'avenir. Alors, diapo suivante. Voilà. L'évolution des antennes, donc dans les années 80, on a eu la 1G, on a un petit peu oublié cette téléphone mobile qui était accroché avec une énorme semelle et qui pesait très très lourd dans les voitures avec des accus que seulement des hommes d'affaires ou certaines personnes plutôt fortunées ou aisées avaient. Et il y avait des antennes de temps en temps qui fonctionnaient. Et puis on est passé à la 2G dans les années 90 avec les antennes dans la bande 900 MHz et puis progressivement 1800 MHz, ce qu'on a appelé la bande GSM et puis DCS. Dans les années 2000, on est passé à la 3G, à l'UMTS, qui a économiquement été assez finalement considéré comme un flop. Ça n'a pas été un retentissement pour les opérateurs énorme. Et puis la 4G, là par contre, a très très bien fonctionné avec un débit beaucoup plus important. On a pu commencer à faire passer à partir des années 2010. C'était assez révolutionnaire au niveau des technologies. Et l'exposition là, réellement, déjà avec la 3G, des personnes électro-hypersensibles a réellement augmenté de façon très très nette. À partir de 2020, sont apparues les premières antennes 5G. Non, il y a, voilà. Alors, donc 1G, c'est toujours plus rapide et toujours plus de débit. Donc évidemment, la fusée, elle arrive à la fin. Vous avez la 4G, c'est le Boeing. Et la fusée arrive à la fin pour bien présenter le fait qu'on va passer dans une vitesse de haute résolution et l'Internet des objets, Internet of Things, donc avec des quantités de données absolument gigantesques, ce qui signifie des répartitions de puissance plus importantes, mais aussi beaucoup plus d'antennes qu'avant. Ça, c'est cet élément-là qui va changer considérablement notre environnement. C'est le nombre d'antennes. C'est d'ailleurs un argument que les opérateurs utilisent et aussi certaines instances sanitaires en disant puisqu'on va augmenter les antennes, on va pouvoir donc diminuer la puissance. Ça, évidemment, c'est un leurre, c'est absolument faux. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de zone blanche, il n'y aura plus du tout d'espace libre sans être exposé. Et puis, de toute façon, pour faire passer du haut débit, il faut évidemment augmenter les puissances. D'ailleurs, on voit bien qu'au niveau des normes, notamment régionales à Bruxelles, ils sont obligés de changer les normes et passer des fameux 3 volts par mètre, qui étaient d'ailleurs des mesures en moyenne et même pas en valeur crête, parce qu'il faut savoir que quand on veut aussi mesurer et manipuler les valeurs, on peut le faire. Il y a une énorme différence entre prendre en considération des valeurs pic quand vous mesurez avec des analyseurs de spectre ou des appareils de mesure de champ électromagnétique, ou mesurer des valeurs lissées en moyenne. Il est clair qu'on est exposé à des variations beaucoup plus importantes entre un minimum et un maximum. Et la moyenne au milieu, je dirais, c'est comme si vous étiez dans l'océan, vous êtes au milieu des vagues et vous ne ressentez plus les montées et descentes des vagues. Donc vous n'avez plus le mal de mer. Eh bien, c'est un peu comme ça qu'on vous présente les choses, c'est sans mal de mer. Alors qu'en réalité, vous pouvez arriver à des valeurs beaucoup plus importantes qui sont des expositions qui peuvent être cumulées. Donc comment reconnaître les antennes 5G ? Ce sont des antennes qui contiennent elles-mêmes énormément d'antennes à l'intérieur. Vous pouvez par exemple avoir 64 antennes à l'intérieur d'une antenne 5G, donc c'est un panneau plutôt carré ou rectangulaire qui vient s'ajouter
à côté des antennes qui sont verticales, qui ressemblent un peu à des enceintes musicales design, comme ça que tout le monde connaît maintenant, et qui sont avec des technologies différentes. On va en parler. Là, on est face à des micro-antennes qui sont intégrées dans un caisson situé au-dessus d'un abribus. Donc on va avoir de plus en plus d'antennes qui vont être, je dirais, à hauteur d'homme. Avec la technologie 5G NR, New Radio, on est dans un système où les antennes deviennent de plus en plus proches par des microcellules, indépendamment des macrocellules. Voilà des micro-antennes qui sont installées toutes les 10 ou 20 maisons et qui exposent donc de manière beaucoup plus considérable les personnes. Ils essayent évidemment d'aller vers ce genre de répartition d'antennes sur le territoire. Alors, les antennes terrestres, elles émettent dans nos maisons et en rue. La puissance est importante, le blindage et les protections sont efficaces jusqu'à 40 GHz. Les peintures au carbone, les vêtements avec fibres de métal, rideaux, tout ce que vous connaissez déjà, baldaquin anti-ondes. On sait aller jusque, en général, 10 GHz, avec des degrés d'atténuation qui vont en chutant de plus en plus. Alors, les antennes satellites, je voulais juste, tu peux revenir juste, voilà. Donc, uniquement en rue et pas dans les maisons. Futures antennes qui sont de plus en plus installées également. Puissance beaucoup plus faible, les haies d'arbres, les pluies, les nuages vont arrêter ces fréquences-là. Ça ne va pas pénétrer dans nos maisons. Donc ça, je tiens peut-être à vous rassurer. Je ne suis pas là pour vous rassurer, mais pour vous informer, mais par rapport à l'influence de ces antennes satellites. Mais une fois que vous êtes dehors, elles se cumulent évidemment au rayonnement ambiant dans lequel on baigne, mais elles sont beaucoup plus faibles en termes de puissance. Par contre, elles vont couvrir des surfaces beaucoup plus importantes, et les blindages sont inefficaces. Ça veut dire que là, en dehors du scaphandre en métal, ou ici de la tenue du chevalier, vous voyez ici en métal, il n'y a rien qui va les arrêter, donc à l'extérieur. Hein, les vêtements, les fréquences sont beaucoup plus hautes, hein, dans la bande des gigahertz, de plusieurs dizaines de gigahertz, jusqu'à voire 100 gigahertz, on va se retrouver dans des fréquences où les ondes sont millimétriques, donc ça c'est bien parce qu'elles pénètrent moins profondément. Par contre, forcément, on peut se poser la question de l'impact que ça peut avoir au niveau de la peau, des glandes sudoripares et des systèmes qui sont en spirale et qui peuvent, à l'intérieur du derme, entrer en résonance également avec ces fréquences. C'est une question qui est réellement soulevée maintenant. Alors l'absorption des micro-ondes, comme je viens de vous le dire, par rapport au rayonnement des antennes satellites, la peau, les doigts, le feuillage et la pluie vont vraiment les arrêter. L'architecture, technique de transmission et de multiplexage, quelques aspects techniques pour qu'on vous compreniez bien ce qui se passe et comment on fabrique des ondes pulsées, élément important, avec la 5G. Donc on a, on va dire, 3 familles de gammes de fréquences. On a la gamme de fréquences basse qui est en dessous de 1 GHz, qui est en fait plutôt autour de 700 MHz. Puis on a la bande moyenne qui est entre 1 et 6 GHz, plutôt entre 3490 et 3800 MHz pour être précis. Et puis on a la bande élevée qui n'est pas encore répartie dans tous les pays, mais par exemple déjà présente en Australie et en partie aux États-Unis. C'est la bande qui est à partir de 24 GHz. Donc la bande 5G NR radio, donc 700 mégas. Il y a une bande intermédiaire qui va progressivement, peut-être, ce n'est pas certain, elle est en cours de discussion, apparaître, qui est la bande 1500 MHz. La 2100 MHz est utilisée également, donc proche de la 3G. La 700 est proche de la 4G 800. Donc on est très proche dans la famille des ondes 4G et 3G. Et puis une toute nouvelle, qui est celle de 3490 à 3800 MHz. Ça varie un petit peu d'un pays à l'autre. En Belgique, on peut avoir une bande de fréquence qui démarre un peu plus bas qu'en France. Les opérateurs se partagent la part du gâteau et elles peuvent être revues, ces bandes de fréquences, d'année en année. Alors, on a la bande 26 GHz, donc de 24,25 à 27,5 GHz. Et puis les satellites qui vont 36, 66 GHz et au-delà. Oui. Donc les antennes 4G, elles fonctionnent avec des lobes. Antennes 2G, 3G, 4G, c'est des lobes. Il y a aussi des antennes 5G qui fonctionnent encore avec des lobes. Vous savez, installation de 3 antennes qui sont réparties
dans lesquelles vous pouvez avoir une zone de réception avec votre téléphone. Si vous quittez cette zone de réception, vous recevez plus ou mal les appels. En tous les cas, le nombre de barrettes de réception à l'écran diminue fortement. Et puis, il y a les nouvelles antennes 5G. On utilise une autre technologie, c'est la technologie du beaming. C'est-à-dire ce sont des faisceaux directionnels qui, en fait, viennent directement jusqu'à vous et vous les envoyez en direct, un peu comme un faisceau laser vis-à-vis des antennes. Les technologies sont différentes. Donc, les lobes, vous vous trouvez dans un champ de réception avec un lobe, forcément, vous pouvez capter les ondes. Vous êtes en dehors, vous les captez moins bien, et donc là, le téléphone monte en puissance pour arriver à assurer la communication. Donc, c'est l'utilisateur qui est plus exposé. Les études du professeur Léonard Tardel l'ont démontré depuis quelques décennies. Si vous téléphonez à la campagne, loin des antennes, le risque de développement de gliome et de cancer du cerveau est plus important que si vous téléphonez en étant proche des antennes. Donc vous avez un avantage, vous êtes moins exposé par les antennes. Par contre, si la mauvaise idée vous prend de téléphoner régulièrement et que vous avez une barrière élevée d'épaisseur de mur, vous êtes à la campagne, épaisseur de mur élevée, vous allez avoir une augmentation de la puissance à l'intérieur du corps. Et donc il n'y a pas de bons endroits pour tenir le téléphone sur soi. Il faut surtout l'éloigner du cœur et du cerveau. Ça, c'est deux organes très importants, mais il n'y a pas de bons endroits pour porter le téléphone. J'en vois qui le portent à la ceinture, mais 80% des globules rouges sont fabriqués dans la moelle de la hanche. Donc il faut quand même avoir conscience de tout ça. Il n'y a pas de bons endroits pour tenir un téléphone, et on va avoir l'occasion d'en parler un tout petit peu, mais il faut en tous les cas désactiver au maximum, et je pense à la jeune génération qui part à l'école avec ça, je dirais au niveau des fesses carrément ici, hein, où il y a à la fois des zones, notamment les jeunes filles, très proches des ovaires et des glandes surrénales, très proches également de la moelle dans la hanche, et des organes sexuels aussi. Et là, si vous laissez actif, comme c'est souvent le cas, le Bluetooth, le Wi-Fi et les données mobiles, vous avez une concentration de puissance et de nuisance qui est énorme, qui est absolument énorme. Et c'est d'abord cette exposition-là qui est quelque part préoccupante, mais en termes de puissance, beaucoup plus intense que les antennes elles-mêmes. Donc c'est la première exposition, c'est vraiment les téléphones sans fil, les routeurs Wi-Fi et les GSM, c'est vraiment la première exposition la plus intense, parfois 1 million de fois supérieure au rayonnement ambiant extérieur qui sont présents autour de vous. Donc l'information doit déjà passer sur comment apprendre à moins mal utiliser ou à ranger le téléphone à un moment donné et le couper à certaines heures. Je pense que les parents ont vraiment du mal à négocier avec les jeunes parce qu'on leur a donné un jouet avec lequel on leur a dit qu'ils pouvaient jouer, comme quoi c'était inoffensif, et en fait il contient une concentration de nuisances, et également avec les métaux, avec l'alimentation de la batterie, il y a des basses fréquences, il y a des hautes fréquences, on est dans des micro-ondes pulsées, on est dans des systèmes qui interagissent avec des fréquences du corps et du cerveau qui sont très proches du fonctionnement du corps humain et qui viennent de façon antagoniste contrarier toute une série de mécanismes cellulaires. Donc le beaming, c'est-à-dire ces faisceaux dans de nouvelles antennes donc, de nouvelle génération, donc la 5G NR 3.4 à 3.5, on va dire à 3.8 gigas, on peut dire aussi en mégahertz 3490 à 3800, ce sont des faisceaux directionnels et une antenne contient donc en fait à peu près 64 petites antennes avec 8 faisceaux qui balayent horizontalement et 8 faisceaux qui balayent verticalement. De quoi être sûr de vous trouver là où vous êtes. Donc on est, alors oui, juste celle-là, c'est ceci qui va vous permettre de comprendre, donc c'est-à-dire un rayonnement pulsé par la formation de faisceaux qu'on appelle SSB, c'est-à-dire Synchronization Signal Blocks. C'est un système qui assure par des blocs de signaux et une synchronisation diffusée par un canal physique, un système de séquence et de périodicité. Dès qu'on a un système qui pulse, qui s'arrête, qui pulse, qui s'arrête, même si c'est très rapide et que ça se passe dans le domaine des millisecondes, eh bien, vous allez avoir des phénomènes de résonance et d'effets non thermiques ou athermiques qui viennent s'ajouter aux effets des puissances. C'est bien à cause de cette forme de numérisation. Alors, je comprends technologiquement pourquoi. Évidemment, on doit répartir les communications dans des canaux. On ne peut plus utiliser, comme on utilisait jadis, la modulation d'amplitude avec les antennes qui existaient il y a plusieurs décennies. Vu le nombre d'utilisateurs et de communications, ils ont dû revoir complètement le système. Seulement, à partir de là, on crée des effets qui sont liés à la pulsation des fréquences. Donc, c'est ce système qui s'explique techniquement dans les modulations des fréquences. Donc, ce sont ces séquences de signaux périodiques qui sont sinusoïdaux
en hyperfréquence 50 fois par seconde, toutes les 20 millisecondes pendant une durée de 1,4 millisecondes et qui sont dirigées exclusivement vers l'utilisateur. C'est comparable à un effet stroboscopique de lumière dans un dancing. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous avez le système de duplexage. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais entre le téléphone et les antennes, vous avez des techniques qui sont utilisées par les télécommunications depuis des décennies, qui peuvent être des liaisons bidirectionnelles entre deux points, avec des échanges d'informations. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Il y a le full duplex et le half duplex, qui sont des systèmes qui répartissent et transmettent des données, soit en même temps, soit décalées dans le temps. On va simplifier en disant les choses comme celle-là. Oui. Donc, par exemple, vous avez le Frequency Division Duplexing, qui est utilisé pour les GSM 900, DCS 1800, la 3G et la 4G, qui est ce qu'on appelle donc le FDD. C'est une méthode de duplexage dans le domaine des communications sans fil sur deux bandes de fréquences différentes. Vous avez les ondes montantes, uplink, qui partent du téléphone vers l'antenne, et les ondes descendantes, downlink, qui viennent des antennes et qui vont jusqu'à vous. Voilà, montante et descendante, les liaisons, oui. On peut passer la diapo suivante. Voilà. Et vous avez ensuite le TDD, Time Division Duplex, qui est utilisé dans les nouvelles antennes 5G, entre 3500 MHz, mais aussi celle de 26 GHz. Donc c'est un système qui est décalé dans le temps. Et alors la difficulté dans les mesures, c'est que les liaisons montantes et descendantes sont ensemble. Elles sont à des intervalles de temps différents, mais par contre, si quelqu'un ne téléphone pas, vous ne pouvez pas mesurer de rayonnement venant d'une antenne. L'antenne va émettre parce qu'on téléphone, et les ondes sont ensemble. Donc c'est très compliqué, parce que pour arriver à distinguer ce qui provient du téléphone ou uniquement des antennes, il faut des spectromètres avec des répartitions qui permettent d'analyser séparément ces fréquences. Et ces spectromètres coûtent évidemment très très cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros, et sont absolument plus à la portée de tout le monde. Donc quand on fait des mesures, d'antenne 5G, de ce type, il faut presque que finalement des personnes autour téléphonent, et on va malheureusement mesurer un peu le cumul des deux sans pouvoir les distinguer avec un appareil à large bande, type appareil portable, comme ceux que vous pouvez obtenir facilement. Donc voilà, c'est décalé dans le temps, mais les liaisons montantes et descendantes sont ensemble. Oui, voilà. Donc, vous avez là-dessus un autre système qui est une modulation. Alors, jadis, on connaissait le ça, c'est les téléphones 2G. On entendait cette perturbation dans les haut-parleurs et on se posait déjà la question à l'époque, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on n'arrivait plus à entendre la radio. Ça a comme ça perturbé énormément de communication et d'enregistrements télévisés en direct, parfois même sur des plateaux et ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ça, c'était le Time Division Multiple Access, qui est un système qui pulsait des fréquences à 217 Hz. Vous aviez des bouffées de 900 MHz, 217 fois par seconde. Et aujourd'hui, avec le nouveau système, qui est l'Orthogonal Frequency Division Modulation, and Multiple Access, on a des systèmes qui sont répartis d'une façon tout à fait différente, avec des utilisateurs qui occupent des bandes dans la bande des kilohertz. Donc c'est très compliqué, notamment aussi le nouveau Wi-Fi, le Wi-Fi 6, qui a la nomenclature 802.11ax. On a connu le Wi-Fi 2.4 et 5.1 giga. Ils sont maintenant passés au Wi-Fi 5.9, 6 giga, qui est en fait un système qui va permettre de fonctionner selon ces systèmes de modulation d'Orthogonal Frequency Division Multiple Access qui sont beaucoup utilisés avec la 5G. Donc si vous avez des routeurs Wi-Fi, pas vous, mais je dirais la majorité des gens, dans l'avenir, ils vont se rendre chez un commerçant ou ils vont prendre un nouvel abonnement, on va leur mettre un nouveau routeur, ils vont avoir des routeurs qui sont déjà prévus avec ce genre de système pour pouvoir fonctionner également avec la 5G. Donc le MIMO, c'est entrée multiple, sortie multiple, c'est un système de technique de transmission qui est utilisé dans les systèmes modernes de communication pour pouvoir utiliser des centaines d'antennes qui interfèrent entre elles avec la capacité de s'adapter aux environnements de haute densité. Donc on peut avoir par exemple avec le MIMO massif une utilisation de 100 antennes. Ce sont des systèmes qui peuvent utiliser des vitesses de connexion supérieures à 10 gigabits par seconde. Donc c'est extrêmement rapide, donc ça permet d'exploiter en fait toute une série de trajets, de canaux de communication et de faisceaux en même temps. Oui, on peut avancer. Voilà l'architecture d'une antenne qui émet vers vous, vers le téléphone. Voilà, ce sont une quantité en fait importante de lobes.
qui sont dirigées vraiment vers l'utilisateur ou les utilisateurs. Oui, on peut continuer à avancer. Donc, station base 5G spatiale. Donc là, vous avez les grands groupes comme SpaceX, OneWeb, Spar Global Worldview et Boeing, Telesat Canada et Iridium, qui sont embarqués dans ce business mondial, avec évidemment M. Elon Musk, on doit encore le citer, lui encore, qui évidemment est déjà partie prenante depuis longtemps et a déjà installé pas mal d'antennes satellites autour de la Terre. L'Internet des objets, en 2 mots, ben, grâce à ce système, évidemment, on est dans un arsenal qui est développé par les grands groupes industriels de manière à pouvoir faire de la surveillance de ce que vous consommez et de récupérer ces données à l'extérieur grâce à votre routeur Wi-Fi. Donc déjà, c'est aberrant, de toute manière, en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, de laisser un routeur Wi-Fi allumé chez soi et de ne pas revenir au système câblé. D'abord, vous avez tout intérêt au câblage parce que la qualité de la communication est bien meilleure. Le débit. Vous pouvez travailler avec des systèmes de mise à la terre ou de câbles blindés en partie pour éviter les basses fréquences. C'est pas la panacée universelle non plus, mais ça aide. Ça aide. Et puis, vous évitez justement le fait d'avoir des fuites de données à l'extérieur des habitations. Donc, évidemment, c'est du pain béni pour les fabricants d'électroménagers et d'appareils. Vous imaginez que quand vous allez utiliser ou acheter une machine à laver, ils vont savoir qui l'utilise et combien de personnes dans un quartier ou dans une région utilisent telle ou telle marque de produit. À la rigueur, rien n'empêchera ces fabricants demain, quand vous allez passer devant une publicité numérique sous forme d'écran dans la rue, que directement on s'adresse à vous pour répondre à vos besoins en vous disant tu peux aller 2 rues plus loin et tu trouveras la marque préférée de téléphone ou de, je sais pas moi, de lave-linge, de sèche-linge, etc. Donc on va aller vers un système qui va... Alors on fait des campagnes d'information en disant le respect de la vie privée, le GRPD, ou donc le règlement général de la protection de la vie privée. Vous devez accepter les cookies sur tous les sites internet que vous allez voir. Mais là, demain, c'est open bar. C'est-à-dire que là, vous allez devenir quelque part directement transparent et on va savoir combien de fois et comment et qu'est-ce que vous avez acheté. Donc ça, il faut éviter grâce aux technologies RFID, mais aussi parce que tous les systèmes électroménagers, toutes les télévisions, tout devient smart. Vous ne savez plus facilement aujourd'hui acheter un appareil électrique qui n'est pas smart. Alors je suis désolé, mais est-ce que réellement on a besoin d'avoir des applications? Vous imaginez le nombre d'applications pour le nombre de marques sur votre téléphone, les gens vont devenir complètement fous entre l'application. Alors, s'ils ne savent plus faire fonctionner autrement leur four pour cuire un pain ou faire une béchamel dans une casserole parce que tout est programmable et tout doit être fonctionnel dans un smartphone, je pense que là, effectivement, on va droit dans le mur. On peut encore trouver des systèmes dans des marques qui acceptent que le système ne soit pas actif au départ. Quand vous l'achetez, vous pouvez accepter de le faire fonctionner au niveau de l'antenne ou pas. Et puis il y en a pour lesquels c'est impossible de désactiver. Sans parler des voitures. Bien sûr, évidemment. Toute l'électronique embarquée dans les voitures, et surtout les voitures électriques, aujourd'hui, avec les technologies sans fil. Ceci dit, j'ai eu l'occasion de mesurer une voiture électrique. Au niveau bilan écologique, ce qu'on va faire des batteries, ça c'est un autre débat, mais qui jusqu'à présent, pour ce modèle-là en tous les cas, et je peux éventuellement renseigner des personnes, n'émettait ni champ magnétique de basse fréquence, ni haute fréquence à l'intérieur. Il y a quelques modèles de voitures qui le sont. Moi, c'était la question pour les camping-cars, parce que le camping-car émet aussi... Ça dépend les marques, ça dépend les modèles. Il faudrait faire vraiment avec beaucoup de moyens une étude poussée de tous les modèles et de toutes les marques qui sortent. Mais comme ça change régulièrement chaque année, c'est impossible de suivre ça. Il faut finalement demander aux vendeurs d'accepter que vous fassiez un tour avec, même si c'est sur le parking, et mesurer avec des appareils à l'intérieur. Et je crois que c'est encore la meilleure méthode pour savoir ce qu'on achète. Oui. Alors vous avez évidemment les fermiers qui sont en partie intéressés, pas tous, de faire fonctionner à distance avec des drones et surveiller leur exploitation. La 5G permet ce genre de choses. Ça paraît un peu fou, surtout si vous êtes dans l'agriculture bio ou si vous êtes dans le cadre du développement durable pour la protection de la nature et pour la biodiversité, pour le fait de protéger les abeilles, j'allais dire les antennes des abeilles, leur système de perception. Donc c'est pas top, je pense que c'est pas top et que si vous avez des champs où les abeilles disparaissent, il va plus se passer grand chose non plus pour l'agriculteur. Oui. Alors là, je ne sais pas si on va l'entendre, c'est un robot chien. Voilà. En Malaisie. Donc, c'est pas fait pour vous divertir. C'est un robot chien qui fonctionne en 5G. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et ce robot chien vous arrête dans la rue.
et vous scanne de façon biométrique. Il sait dire si automatiquement vous êtes un repris de justice, si éventuellement vous avez des antécédents qui sont dangereux éventuellement pour les enfants dans le parc où vous vous promenez, et pour envoyer les informations directement à la police locale. On peut passer parce que je crois que l'exemple est assez... bon. Oui, merci. Voilà. Ça, c'est Altex, c'est en Estonie. C'est les véhicules 5G qui sont autonomes et qui vous délivrent le courrier. Vous avez certainement déjà vu ce genre de choses dans la périphérie de Londres. Ils sont déjà maintenant équipés avec ce... Donc, c'est des bus et des mini-voitures sans conducteur. Donc, c'est votre facteur de demain et c'est votre... voilà. Pour un maximum de sécurité, soi-disant, hein, on vous propose, pour répondre aux besoins, donc évidemment, les personnes vont perdre leur emploi par la même occasion. Donc sur le plan social, sur le plan économique, pour ceux qui gèrent ça, c'est intéressant. Sur le plan humain et social, c'est désastreux. Voilà, bon, on peut passer, de toute façon, vous avez compris. Ça, c'est en Chine, c'est des centres de tri autonomes, et des grands groupes comme Amazon et d'autres travaillent déjà comme ça en partie. Donc, c'est des armées de robots qui trient les colis et qui les font tomber donc, dans des trappes qui sont prévues pour ça et qui classent automatiquement tous les colis. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement, la 5G, elle n'intéresse réellement, fondamentalement, que les industriels, pas le grand public. Avec la 3G et la 4G, on a largement assez de moyens, on est déjà surexposé, par rapport aux besoins. On n'a pas besoin d'avoir des transmissions de données pareilles et de fonctionner avec ça. Je veux dire que si eux sont dans des zones industrielles et fonctionnent avec leurs propres antennes dans ces milieux-là beaucoup plus pollués, This AI and logistics model is now revolutionizing the express delivery donc industry on peut le across comprendre, the mais country. que ce système soit généralisé et pollue tout le monde, on le comprend évidemment beaucoup moins. Online retail sales in China skyrocketed from 1.3 trillion to 5.2 trillion yuan, making the country the world's largest online retailer. With a flourishing development of online shopping, the express business is also booming. There are now around 8,000 express delivery companies in China, and more than 2 million people working in the logistics industry. Last year, more than 31.28 billion parcels were delivered in the country, accounting for 40% of the world's total. Revenue from the express business has reached 400 billion yuan, while the per capita usage in China was approximately 23 deliveries per year. With the recent rise of Voilà, on peut AI... passer, je crois que c'est assez explicite. Oui. Alors, avec la 3G, on voyait encore les mouches qui venaient s'écraser donc jusqu'en 1998 sur votre pare-brise. Avec la 4G, les insectes, à cause des ondes électromagnétiques et la biodiversité étaient menacées, on ne les voit presque plus. Et en 2021, on fait même disparaître le conducteur avec la 5G. Alors, le top 8 des objets connectés graveleux ou inutiles. Alors, je me fais un plaisir, là, de faire un petit peu une parenthèse humoristique, mais pourtant bien réelle. Vous imaginez, vous vous levez le matin et vous avez un bracelet. Et grâce à votre smartphone et avec ce bracelet, histoire de bien vous réveiller, vous ramassez une pêche électrique, mais vous ramassez une douille, quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire une petite électrocution, histoire d'être sûr de vous réveiller. Il ne faut pas demander si vous êtes loin déjà, si vous avez besoin de ce genre de bracelet pour vous réveiller. Alors, une fois que vous êtes réveillé, plus ou moins, hein, vous n'avez peut-être pas la tête idéale pour commencer la journée, vous allez utiliser votre brosse à cheveux communicante qui vous tape sur les doigts et qui vous engueule proprement sur votre téléphone pour vous dire que vous vous êtes mal brossé et que vous ne serez pas aussi beau que ce qui était prévu à la base. Donc vous allez partir engueulé, donc vous êtes fait électrocuté, vous vous êtes fait engueuler, hein, en plus, avec l'application, et puis vous allez finalement vous dire, ben non, je ne vais pas me presser un jus, parce que finalement j'ai une machine qui a des jus tout préparés, qui peut presser pour moi. Vous prenez l'application, elle va choisir votre jus, votre soda, et vous allez appuyer sur le soda souhaité, et vous allez vous retrouver avec un choix de machine à jus qui va donc être comme ça automatisé, et donc vous en avez besoin. Évidemment, ça presse plus votre portefeuille que le citron artificiel en question qui est dans la machine. Mais ça, c'est un autre débat. Et puis, toute la journée, vous avez une bouteille pour boire. Et cette bouteille va vous rappeler constamment que vous devez boire. Glou, 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 glou. Alors, je ne sais pas entre l'homme et l'animal, mais il y a... Bon,
et j'ai du respect pour les animaux, peut-être plus encore, mais je dois dire que par là, nous prendre pour du bétail, en tous les cas c'est un peu dans ce sens-là que je veux dire les choses, on n'en est pas loin. Parce que si vous devez être assisté à ce point, qu'est-ce qui reste encore dans votre autonomie, votre libre arbitre, votre liberté? Finalement, plus grand-chose. Diapo suivant. C'est pas fini, la journée n'est pas terminée. Vous avez un chaton. Et il faut l'amuser, ce chaton, à la maison pendant que vous êtes parti bosser au travail. Donc il y a une machine avec un laser rouge qui va permettre de faire des mouvements sur le sol et votre chat va pouvoir sautiller toute la journée grâce aux applications du smartphone pour repérer le faisceau laser. Et c'est très amusant pour le chat. Donc vous êtes sûr que pendant que vous allez travailler, votre chat s'amuse aussi. C'est bien. Et puis vous avez, alors là ça c'est une merveille, le rouleau de papier toilette qui va s'allumer en rouge. Enfin, vous avez une LED qui fonctionne avec une application pour vous prévenir que vous êtes arrivé au bout du rouleau de papier. Parce que vous n'êtes plus capable de changer le papier toilette et donc vous avez une LED qui va vous prévenir et une application qui va probablement zuner parce que vous laissez votre téléphone connecté pour vous prévenir qu'effectivement, il serait peut-être temps, peut-être pour la personne qui va suivre après vous, qu'elle puisse elle aussi s'essuyer aux toilettes. Et puis alors là, ça c'est extraordinaire, le siège menstruel afin de dilater, on reste poli, les vaisseaux sanguins pour favoriser la circulation et qui amoindrit les douleurs menstruelles. Donc on note évidemment la beauté de l'objet teinté de rouge sang pour faire plaisir à son utilisatrice, parce qu'on a poussé donc le design de l'objet dans son paroxysme jusque dans la teinte. Et puis finalement vous rentrez chez vous, vous croisez madame, vous espérez passer une nuit confortable, vous allez enfiler le préservatif connecté de Smart Condom. Et là, vous êtes sûr, position, calories et vitesse sont calculées pour vous. Vous avez rempli une journée parfaite, vous êtes ravi, vous êtes comblé. C'est la réalité ce que je vous dis là. C'est pas moi qui ai inventé ces objets. Je fais juste le relais de ce que certains sont prêts à vivre demain. Et parce que, comme disent les jeunes aujourd'hui, tout ça c'est stylé. On est dans un monde stylé. Hein? Styling world. Voilà. Alors, entre les compteurs communicants, la 4G, la 5G, le Wi-Fi, les ondes des téléphones, la lumière bleue des écrans et l'électricité, rappelons-nous qu'il y a l'homme. Alors Charlie Hebdo a un peu réglé le problème. Je ne vais pas vous citer évidemment le contenu de ces informations. Encore plus rapide pour les usages toujours aussi cons. Et puis vous avez, racisme anti-chinois, 5G retourne dans ton pays, et puis vous avez toutes les insultes que les appareils connectés s'envoient les uns aux autres. Alors il faut bien vous dire qu'à un moment donné, tout ce méchoui d'ondes électromagnétiques va peut-être avoir des interférences, va peut-être imploser, je ne sais pas. On ne sait pas, on n'est pas à l'abri évidemment d'un système qui éventuellement interagit avec un autre. Voilà. Alors entre crainte et désir d'avoir des objets connectés, il faut quand même rappeler les choses. Pas de contrôle sur les objets connectés et le respect de la vie privée. Tiens, du coup, les lois changent là. Marrant, hein? 2/3 des Français continuent à penser que les objets connectés sont des gadgets dont on peut se passer, qu'ils rendent plus dépendants aux machines et qu'ils renforcent le repli sur soi. Ça, c'est quand même depuis 2014 que les Français se posent ces questions. Hein, dans une étude IFOP qui a été publiée en novembre 2014. La diversification de la connexion, autre possibilité, on a le Li-Fi ou Li-Fi qui utilise de la lumière, qui est quand même un procédé d'avenir, qui travaille dans le rouge et l'infrarouge proche, donc intéressant parce que c'est pas la lumière bleue, hein, et qui va probablement, dans certains cas, pouvoir suppléer ou remplacer les technologies sans fil qui sont des émetteurs de micro-ondes pulsées. Arrêtez de bombarder les personnes électro-hypersensibles en souffrance en ajoutant sans cesse des pollutions électromagnétiques. Le débat citoyen à la consultation populaire pour savoir s'il y a une valeur ajoutée et une amélioration dans la qualité de vie des personnes, elle n'est pas posée, clairement, elle n'est pas posée suffisamment. Non à la vitesse exagérée, à plus de connectivité des objets. A-t-on réellement besoin de ça? Alors je vous ai montré l'exemple avant qui est évidemment extrême et plutôt humoristique, mais il y a évidemment tous les autres objets beaucoup plus insidieux qui paraissent, je dirais, courants dans la vie, entre guillemets, normale, et qui, eux, vont être remplacés progressivement par des systèmes sans fil. Arrêtez de fonctionner uniquement selon un mode de pensée qui est dicté par l'industrie. Il faut sortir du système. Beaucoup de gens préfèrent ne pas le voir, préfèrent continuer comme ça. Et puis évidemment, le prix à payer, il est à la fois pour les générations à venir, pour l'environnement, notre planète et également la santé. Se diriger vers une transition énergétique, changement de paradigme sociétal,
effectivement, c'est pour ça que vous êtes là aussi. On est dans un système où progressivement le paradigme économique, même intellectuel et scientifique, évolue depuis au moins déjà une bonne dizaine d'années, si pas davantage. Il faut se diriger vers des solutions et une économie décarbonée. On parle de sobriété numérique, mais ce mot ne se suffit pas à lui-même pour que des choses soient mises en place. Encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que ça et on ne va pas clairement vers une sobriété numérique avec ce genre de système. Oui. Quand une personne ne croit plus en rien, ça c'est Hannah Arendt, qui est politologue et philosophe, journaliste allemande, naturalisée américaine, qui nous dit ceci. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, les mesurer. On a des appareils de mesure aujourd'hui, très simples ou très sophistiqués, oui. Donc on va sur le terrain des opérateurs aussi, le NARDA, SRM 3006, qui est un analyseur de spectre que maintenant j'ai dû utiliser depuis 2 ans, parce qu'il faut avoir les mêmes armes face aux opérateurs. Vous pouvez utiliser des appareils pour vous donner une indication générale ou d'orientation, mais sur le terrain judiciaire, sur le terrain en termes de normes, etc., il faut avoir du matériel comparable. Malheureusement, il coûte des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Et vous n'avez pas de subside. Moi, je n'ai pas eu de subside en tant que consultant indépendant dans la mesure des champs électromagnétiques. J'ai dû faire un prêt, un financement en fonds propres pour 5 ans pour rembourser ce matériel. Quand vous prenez toutes les options, vous êtes autour de 50 ou 70 000 euros avec toutes les options pour le matériel de mesure. Mais malheureusement, c'est la seule réponse qu'on peut donner pour obtenir des rapports officiels avec des appareils qui sont calibrés. Mais ça, c'est dans le domaine... Il vaut combien? Alors, de base, sans les antennes, vous êtes autour de 15 000 euros pour l'afficheur. Et chaque antenne coûte à peu près 15 000 euros. Vous avez 4 antennes et puis vous avez des logiciels pour ouvrir et activer les antennes et les appareils. Et donc vous montez comme ça dans des budgets très importants. Ils ont trouvé une nouvelle antenne pour mesurer les nouvelles bandes de fréquences à venir entre 24 et 27 GHz. Eh bien, l'antenne coûte 20 000 euros, le logiciel pour l'activer coûte 7 500 euros et il y a encore un système pour activer comment dirais-je, l'appareil en lui-même. Je répondrai juste aux questions juste après si vous voulez bien, avec grand plaisir. Diapo suivante. Voilà l'intérieur d'une antenne. Donc ça, c'est une antenne de 27 MHz à 3 Go. Il y a des antennes de 420 MHz à 6 Go et des antennes qui vont au-delà aussi en fréquence. Oui. Donc voilà, là ce sont des photos. Ça, c'est la fameuse antenne de 24,25 à 29,5 GHz qui coûte si cher. Évidemment, vu le coût très élevé, c'est plutôt réservé aux opérateurs. C'est tout à fait dissuasif pour que vous ne puissiez pas mesurer ce genre de fréquence. Et donc nous, on doit trouver, en allant faire des analyses qui sont financées par finalement les privés, ça me permet de réinvestir ces bénéfices dans l'achat de matériel. Mais c'est inamortissable. Fondamentalement, c'est inamortissable. On le fait parce qu'on y croit et parce qu'à un moment donné, il faut donner une réponse vraiment fiable. Mais c'est difficile à amortir. À moins d'avoir éventuellement des crédits ou des subsides qui proviennent d'associations ou de personnes qui militent ensemble et qui cotisent pour avoir ce genre de matériel. Ça arrive qu'il y en a qui puissent le faire. Je sais notamment au CRIREM en France qu'ils ont eu l'occasion d'acquérir ce genre de matériel et qu'ils ont donc des spécialistes indépendants qui peuvent également faire ce genre d'analyse. Oui. Alors les évaluations sont détaillées avec des enregistrements. Oui. Vous pouvez passer, voilà. Voilà, les données mesurent sur le terrain. Voilà, là vous me retrouvez en train de mesurer avec le NARDA au pied d'une antenne. Oui, diapo suivante. Alors, on peut mesurer la 5G de différentes manières.
c'est complexe parce qu'un opérateur, en fait, avec les appareils, si on prend même une bande de résolution de 32 MHz, il faut savoir qu'elle ne suffit pas pour mesurer les antennes 5G. Il faut parfois faire 3 mesures par opérateur pour avoir la somme totale de toute l'intensité qui a été mesurée. Sauf si vous prenez un appareil à large bande sans distinction des opérateurs, mais c'est beaucoup plus complexe parce que les bandes de fréquences sont beaucoup plus larges que jusqu'à la 4G. Donc de la 2G à la 4G, on pouvait encore mesurer assez facilement, si je puis dire, mais avec la 5G, c'est plus compliqué parce que les bandes sont beaucoup plus larges. Oui. Alors, ils ont développé chez Narda également le Fieldman, qui est un successeur d'un autre appareil qui était le NBM 550, qui lui va de 0 à 90 GHz. Ce sont de très bons appareils, mais aussi hors de prix. Quand vous achetez avec les antennes, vous êtes dans des budgets de 15-20 000 euros assez rapidement. Mais néanmoins, il existe aussi d'autres alternatives. Par exemple, le MK70 3D chez Gigahertz Solutions, qui est une valise qui reprend plus avec une orientation en baobiologie, en biologie de l'habitat, qui permet de faire aussi des analyses en partie sélectives avec des filtres, en partie générale, entre 27 MHz et 10 GHz avec 2 appareils, qui sont des appareils qui ont vraiment beaucoup de sensibilité, qui ont 3 échelles et qui permettent de mesurer également les basses fréquences avec le NFA 1000. Là, vous avez des appareils destinés au grand public, donc par exemple fabriqués par EPE Conseil en France, Vincent Joly, donc le Semprotec 31, 33, 34, mais c'est des seuils mètres, ce sont des appareils à LED, donc ça n'a pas beaucoup de précision, mais néanmoins ça vous donne tout de suite un ordre de grandeur. Sauf si vous avez besoin des appareils qui sont encore beaucoup plus sensibles pour identifier vraiment des zones blanches. Mais sinon, dans la vie courante, ce genre d'appareils sont déjà très bien. Donc là, vous avez l'Esmotpion 5G, qui est l'appareil audible à LED le plus sensible que j'ai eu dans les mains jusqu'à présent, et à mon avis disponible dans le monde, qui ici est utilisé notamment par certaines personnes électro-hypersensibles, et que vous pouvez découvrir sur les tables ici derrière, qui est un appareil qui fonctionne entre 50 Hz et 8 GHz, et qui rend toutes les pollutions électromagnétiques audibles. Même si vous n'avez qu'une pelée antenne à 20 km, vous l'entendrez avec cet appareil. Il est absolument sensationnel au niveau de la reconnaissance et vous travaillez avec des antennes différentes. Il y a même un capteur pour mesurer la modulation qui permet de reconnaître les fréquences, le scintillement des écrans et la modulation des photons de lumière. Ça, c'est un petit spectromètre portable. C'est un appareil chinois au départ, mais avec des logiciels qui sont développés conjointement en France, on sait maintenant avoir des petits spectromètres pour 3, 4, 500 euros qui permettent d'identifier les fréquences. Alors, vous ne mesurez pas précisément en volts par mètre ou en microwatts par mètre carré, mais vous avez déjà la possibilité d'identifier les fréquences et c'est aussi un des premiers spectromètres portables bon marché qui existe pour ceux qui veulent faire des analyses plus précises de leur environnement. Oui. Alors, quels sont les coûts des 3-4 derniers? Alors, pour les Semprotect, ça varie entre 130 et 240 euros. Vous avez aussi un appareil qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, qui est le petit cornet, qui est autour de 200-250 euros. Ça dépend du modèle. Et puis, vous avez, pour les appareils Gigahertz Solutions, ça commence à 300 euros. Ça peut aller pour une valise complète jusqu'à 7000 euros. Mais évidemment, là, ce sont des appareils professionnels qui sont destinés à être amortis. Hein, c'est rare que des particuliers investissent autant d'argent dans un matériel comme celui-là, mais l'avantage qu'il y a, c'est que plus vous allez avoir une valise complète, plus vous allez pouvoir mesurer avec beaucoup de sensibilité et des gammes de fréquences de plus en plus larges, c'est-à-dire voir un maximum d'ondes électromagnétiques pour ne pas laisser au hasard des nuisances dans les milieux que vous voulez mesurer. Alors, je vais peut-être devoir me rapprocher, où on sait passer les diapos suivantes. C'est ça où je dois le faire avec un sticker, il vaut mieux pas. Donc les normes, oui, on peut passer... ah oui. Est-ce qu'on peut changer de direction? Comment? On peut. Alors les appareils sont soit avec des antennes omnidirectionnelles, soit des antennes directionnelles. On peut déterminer les sources de manière directionnelle. Juste la petite flèche qui descend, merci beaucoup. Donc les controverses dans les limites d'exposition, en 2 mots, vous avez soit les institutions, donc l'Agence de protection internationale des protections contre les rayonnements non ionisants, donc l'International Commission of Non-Ionizing Radio Protection, qui elle, évidemment, est très proche de l'industrie et donne toujours des normes excessivement élevées
d'exposition. Le Sénélec, l'OMS, les télécoms, les agences de contrôle des fréquences, donc le Conseil de l'Union européenne, la Food and Drugs Administration aux États-Unis. On est dans des systèmes où on vous donne des valeurs extrêmement élevées, 41,2 volts par mètre en 900 MHz, 61 volts par mètre pour des fréquences supérieures à 2100 MHz. Elles sont définies par bande de fréquences. Tandis que les associations, les experts indépendants, les lanceurs d'alerte, les études indépendantes, on a le rapport bioinitiative, la résolution de Salzbourg, on a les normes et les recommandations plutôt en biologie de l'habitat. Il y a les recherches du docteur Waldman, Selzam, qui ont déjà démontré des seuils d'inconfort à 0,06 volts par mètre. Le Conseil de l'Europe et le principe ALARA, as low as reasonably achievable, donc aussi bas qu'on puisse raisonnablement le faire, c'est entre 0,6 et 1 volt par mètre. Mais pour des personnes électrosensibles, c'est déjà trop. Donc dans une habitation, moi j'ai des personnes qui sont déjà sensibles à 0,006. Et ces personnes-là ont d'ailleurs beaucoup de mal à vivre. Elles doivent parfois descendre même sous terre pour arriver à supporter, pour essayer de se décharger et se ressourcer ou récupérer en tous les cas. Donc c'est pour des effets à long terme, tandis que les normes qui sont défendues par les organismes officiels ou de contrôle des fréquences sont des normes à court terme. C'est extrêmement différent. Et ça, il faut vraiment bien l'avoir à l'esprit. Oui. Alors il y a des pétitions, beaucoup de pétitions, un peu partout dans le monde. Il y a eu des appels, on a vu énormément d'appels les dernières années, faits également par des médecins. Oui, suivant. Donc vous avez l'appel des astronomes publié en janvier 2020, qui a été signé par plus de 1500 astronomes, pour la pollution que peuvent produire les satellites, parce qu'on n'arrivera plus à terme à observer les planètes, à obtenir les fréquences des planètes. Donc ça c'est embêtant, oui. Vous avez Arthur Robert Firstenberg, qui est un activiste et journaliste américain, qui a lancé une des premières pétitions sur la 5G, qui donne donc régulièrement des informations et des newsletters également, et qui est auteur de plusieurs livres, dont notamment sur l'impact de l'environnement, des micro-ondes et le The Invisible Rainbow, donc une histoire sur l'électricité en général, qui est un livre intéressant à lire. Oui. Vous avez les pétitions et les moratoires, il y en a en Belgique, vous avez change.org, secure.avas.org, et Electrosmoke Appel Belgium, donc c'est les professionnels de la santé, les médecins, les kinés, qui ont paramédicaux et médecins. Donc il y a également Hippocrate Electrosmoke Appel, des groupes de discussion Stop 5G, évidemment, sur Facebook, et Onde Bruxelles qui sont très actifs. Suivant. Les pétitions en France, vous avez les lignes bouges, mesopinions.com, stop5g.agir pour l'environnement, et il y en a encore beaucoup d'autres. En Suisse, stop5g.ch, alerte.ch, frequencia.ch, pierredubochet.ch également, qui est ingénieur. Oui. Et puis évidemment la pétition internationale que vous connaissez puisqu'ils sont ici présents, Stop 5G, Stay Connected but Protected. Les premières observations des effets possibles de la 5G, les premières réactions. Ça fait le temps. Hein. Oui, tu as? Oui, c'est de l'infrarouge. Attends, ah voilà, attends, c'est en arrière. Ah génial. Donc tout ce que vous devez savoir sur la 5G, initiative du gouvernement fédéral belge. Alors là, c'est terrible parce qu'en Belgique, ils ont développé un site internet que moi je qualifie de désinformation sur le sujet. Hein, sur ce site, parlons5g.be. On vous dit, voilà, bah écoutez, on vous donne tous les avantages de la 5G par rapport à la 4G, la vitesse, la technologie, l'intérêt de passer à la 5G, donc une meilleure efficacité énergétique. Alors, ils l'écrivent, ce genre de choses, hein, avec un engagement fort des opérateurs pour réduire l'empreinte carbone. Ils sont engagés. Hein, vraiment. Et alors, face aux inquiétudes, les acteurs, les organismes publics et privés et l'industrie des télécommunications sont ensemble, hein, et doivent être transparents. À votre écoute, mesdames et messieurs, je lis ce qui est sur ce site, et les limites d'exposition du public sont 50 fois inférieures aux recommandations qui sont généralement données. Donc, de quoi vous plaignez-vous? On est descendu 50 fois en dessous de la cuisson. C'est-il pas beau? Donc, en fait, on vous considère, on vous compare comme un vulgaire morceau de viande qui pourrait cuire ou pas dans un four à micro-ondes. Et donc, on va prendre de cette valeur un
un niveau de sécurité qui est 50 fois inférieur à ce niveau de cuisson. Donc moi je trouve ça quand même assez extraordinaire. Et alors le seul test qui est mené par rapport à ça, c'est le test du mannequin ou Phantom, un mannequin rempli d'un gel. On va mettre une sonde qui mesure les effets thermiques et qu'on va déplacer, qui coûte excessivement cher, dans une chambre anéchoïque, évidemment isolée du reste du monde et qui ne tient absolument pas compte de la réalité physique des niveaux de puissance que vous pouvez rencontrer dans la réalité où vous téléphonez. Donc c'est dans les conditions de laboratoire. Eh bien, c'est là-dessus que toutes les normes pour mettre sur le marché les appareils émettant des micro-ondes pulsées sont basées. Alors les arguments sanitaires, évidemment, sont ceux de l'ICNIRP, de l'ANSES, Santé publique France, de l'OMS, présentés comme étant indispensables sur le plan économique, parce qu'il y a le fameux rebond, c'est très important, le rebond économique, qui est devant nous. Alors, évidemment, par rapport à ça, alors je n'arrive pas, si j'arrive à revenir en arrière, là j'ajoute, il y a là une véritable pédagogie, démagogie, pour convaincre les sceptiques et rassurer la population. Le site est sélectif, réducteur, partiel et lénifiant. On vous endort pendant ce temps-là. Tout ce que vous devez savoir sur la 5G. Alors voilà, c'est ce site. Oh, oui, je reviens en arrière, voilà. Alors, le Parlement européen précise que le problème est qu'il n'est pas possible actuellement de simuler ou de mesurer avec précision les émissions 5G dans le monde réel. C'est léger. L'ICNIRP, l'OMS, opérateur, même discours. Ils reconnaissent depuis 2011 un effet possible cancérogène pour l'homme. Donc, moi, je ne sais pas vous, mais je comprends quand je lis ça, que soit quelque chose est cancérogène, alors on peut dire potentiellement possible, mais il l'est ou il ne l'est pas, de vous à moi. Alors qu'on le classe dans une catégorie fourre-tout, qu'on appelle la catégorie 2B, dans laquelle on met aussi les vapeurs d'essence et notamment le vinaigre de cornichon, ce que les opérateurs, évidemment, se plaisent à raconter, parce qu'ils vous disent, oui, mais en même temps, attendez, ce n'est que le vinaigre des cornichons, de quoi vous plaignez-vous? Oui, évidemment, il en fait partie. Cette liste hallucinante de choses qui sont toxiques font partie de la catégorie 2B. Alors, ils ont classé catégorie 1, 2, 3, 4, et évidemment, plus vous montez dans les catégories, plus le risque est considéré comme carcinogène, cancérogène, avéré. Donc ça, c'est depuis 2011. Il faut savoir que depuis mai 2011, on a donc quelque chose qui a changé dans le monde, c'est que l'OMS ne peut plus dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'effet qui ne peuvent pas aboutir à terme à un dérèglement tel que la personne peut décéder. C'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre. Donc on a quand même franchi un cap, même s'il aura fallu beaucoup de temps de sortir de l'étude Interphone, qui était dirigée dans différents pays, et qu'il a fallu que le rapport bioinitiative vienne un peu contrebalancer tout ça, pour que finalement on obtienne des arguments un peu plus honnêtes, j'ai envie de dire, dans ce sens. Donc, le problème de la 5G, c'est qu'on n'a pas d'études toxicologiques sur les animaux suffisantes. On n'a pas d'études des effets sur la 5G, sur la physiologie humaine. On ne tire pas les leçons de la 2G, 3G et 4G, qui sont quand même assez claires sur le sujet. Pas d'études sur les effets d'une exposition chronique. Pas d'études sur les effets synergiques des micro-ondes avec des produits chimiques. Pas d'études sur les effets des ondes micromillimétriques sur la peau, le plus grand organe du corps humain, qui est quand même le premier à recevoir ces rayonnements, et qui, je vais dire, qui est le point de jonction entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Pas d'études sur les effets sur l'œil et la physiologie de l'œil, qui est particulièrement sensible à la chaleur, notamment en approchant avec un téléphone. Alors les controverses sanitaires, c'est toujours la même chose. D'un côté, vous avez l'industrie, les scientifiques financés par l'industrie, qui redemandent qu'on continue à financer, et donc les crédits de recherche ne peuvent être renouvelés que si les conclusions, évidemment, plaisent à l'industrie aussi. Moi, j'ai vécu ça à l'université de Liège, donc j'en connais un brin. L'institution, donc ICNIRP, OMS et certains gouvernements. Puis de l'autre côté, vous avez les études scientifiques indépendantes, publiées par les ONG, dont on observe des normes biologiques, des applications de principes de précaution et des appels de médecins. Le son de cloche est tout à fait différent. Alors, les effets de la 4G, on les connaissait déjà sur la fécondité, la qualité des spermatozoïdes chez l'homme, sur les abeilles, l'orientation perturbée des oiseaux et des insectes. Alors, Protect Nature for 5G, donc c'est l'appel ici emfscientist.org, donc protéger l'être humain à la nature, voilà ce qu'il demande. Des normes internationales qui sont aujourd'hui inadéquates et obsolètes. Le principe de précaution, mais surtout pour les enfants,
les femmes enceintes, les personnes hypersensibles, des zones blanches, il n'y en a pas assez. 3 fois plus de puissance pour les abeilles, ça ne fonctionne pas. Réduction de la croissance des plantes, dommage à l'ADN, des effets génotoxiques sont observés aujourd'hui parce que les niveaux de puissance sont tels qu'on arrive à casser les brins d'ADN. C'est l'effet comète qu'on observe au microscope. Donc ça, c'est pas génial parce que ce sont quand même des initiateurs de processus tumoraux. Et moins de pénétration dans le corps, c'est faux, parce que les longueurs d'onde sont plus petites, il y aura moins d'effets thermiques, etc. Voilà à peu près le rayonnement que vous avez, qui est ici, avec les multitudes d'antennes qui sont dans un téléphone. Vous avez l'antenne Bluetooth, l'antenne Wi-Fi, l'antenne qui émet 2G, 3G, 4G et 5G. Vous avez un système ici d'antenne PCS CDMA également qui est là en dessous. Vous avez donc toute une série de fréquences qui vont être émises si vous les activez en même temps. Le problème de tout ça, et ça c'est la clé de compréhension de beaucoup de phénomènes, parce que des effets biologiques, je peux vous en parler très très longtemps en rentrant dans les mécanismes cellulaires au niveau des membranes, mais ça c'est une des clés de compréhension fondamentale, c'est le stress oxydatif. Ce stress oxydatif qui fait que vous risquez de vieillir prématurément, qui est à l'origine aussi qui crée en fait par des espèces réactives d'oxygène au niveau de la membrane des cellules qui, lorsqu'elles sont impactées par les micro-ondes, vont entraîner ce qu'on appelle une augmentation de radicaux libres. Et vous avez aussi maintenant de plus en plus de troubles qui sont observés au niveau maladies neurodégénératives, qui sont une hypothèse, mais quand même relayée de plus en plus dans d'autres études, c'est les perturbations de ce qu'on appelle le calcium voltage dépendant. Et quand vous cumulez tout ça dans le corps d'un individu qui est régulièrement exposé, eh bien, vous pouvez avoir des personnes qui aujourd'hui ignorent qu'elles deviennent électro-hypersensibles. Vous avez donc des voies qui sont des perturbations qu'on appelle peroxynitrite, stress oxydatif et inflammatoire. Et les personnes électro-hypersensibles sont malheureusement souvent sujettes à des problèmes d'inflammation qui se généralisent et qui les font souffrir énormément. Alors vous avez quelqu'un très engagé qui est le docteur Marc Arasi, que je cite ici, auquel je rends hommage, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première fois à un colloque qui a eu lieu en 2019 à Mayence, à Mainz en Allemagne, qui a écrit un ouvrage vraiment très bien, qui décrit un peu toutes les démarches qu'il a dû faire pour justement rendre les chiffres sur le DAS, sur le Specific Absorption Rate, donc le débit d'absorption spécifique, où les fabricants de téléphones ont dépassé des niveaux qui étaient censés respecter de 2 watts par kilo, qui ont été 5 fois, voire parfois jusque 8, 9, 10 fois supérieurs, alors que normalement à ce niveau on ne peut pas mettre les téléphones sur le marché. Tout est expliqué dans son livre. Je vous conseille d'aller sur le site du PhoneGate. C'est une mine d'informations sur ce scandale sanitaire, je dirais mondial, qu'est la mise sur le marché de téléphones qui ne sont pas conformes à des normes de sécurité. Alors, oui, les protections anti-ondes sont efficaces. Il y a des personnes électro-hypersensibles. Malheureusement, il y a des images qui ne passent pas. Vous avez le professeur Olle Johansson, qui est professeur à l'Institut Karolinska, aujourd'hui retraité, qui a œuvré quasiment toute sa carrière pour essayer d'aider et dénoncer les problèmes liés à l'électrosensibilité, qui a fait énormément de publications et qui connaît bien le syndrome des micro-ondes et des effets des ondes électromagnétiques. On ne voit malheureusement pas sa photo. Donc les baldaquins de voyage, il y en a beaucoup, il y a le tulle d'argent, le voile écran pro, le Swiss Shield, il y a des réalisations sur mesure, mais le problème de tous ces tissus, c'est leur coût. Je suis bien placé pour le savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on essaye de proposer une solution à quelqu'un, on est confronté au coût qui est fait par les méthodes de fabrication, de tricotage qui utilisent des filaments qui sont soit en métal, soit laqués au polyester, soit des tissus qui sont ionisés et imprégnés d'argent, notamment le tulle d'argent, c'est ionisé et imprégné. Alors il y en a qui supportent, d'autres qui ne supportent pas. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Donc c'est devenu aussi un marché, le marché des produits anti-ondes. Mais en même temps, malheureusement, c'est la seule voie d'accès pour avoir certaines solutions qui vous permettent de supporter l'insupportable à l'extérieur, dans la rue ou au quotidien quand vous allez faire des courses. Il y a des
sous-vêtements qui existent, avec des degrés d'atténuation qui varient, même en bio, il y a des cotons bio, avec des filaments métalliques, notamment l'anti-wave, qui est développé par notamment Biologa Danel en Allemagne, sous forme de t-shirt, mais là l'atténuation est de 30 dB. Vous n'avez pas des atténuations supérieures, enfin c'est déjà pas mal dans pas mal d'environnements. Alors là on ne les voit pas, vous avez des t-shirts, vous avez des Audi, voilà les tissus, vous avez la peinture incontournable au carbone, il existe plusieurs firmes, la plus connue est celle de chez Y-Shield qui fait des écrans qu'on peut mettre à la terre et qui réduit, suivant le nombre de couches que vous allez mettre, 2 couches, 3 couches de peinture atténuée de plus en plus. Attention, je tiens à préciser que de ne faire qu'un mur avec de la peinture ne sert pas à grand chose, parce que ces ondes vous illuminent en quelque sorte un peu partout, c'est-à-dire par les plafonds et parfois par le sol, surtout si vous êtes en appartement ou au premier étage, deuxième étage, troisième étage ou au dernier étage. Et donc le fait de faire un blindage, pour moi, il doit être à 360 degrés ce blindage. Et ce n'est pas pour une question de coût, parce qu'évidemment ça augmente le coût. Mais quand vous avez des personnes qui viennent faire des mesures contre un mur avec leur appareil de mesure, elles ne s'écartent pas assez loin du mur. Il faut bien se rendre compte que plus vous allez vous écarter de la source, plus vous allez avoir une exposition qui va apparaître plus importante. L'illumination, c'est un peu comme un phare, si vous voulez, d'un port. Quand ça illumine une maison, ça l'éclaire partout à l'intérieur. Donc les ondes électromagnétiques pénètrent par un point d'accès qui est, par exemple, la façade, mais ça passe au pourtour également à 360 degrés. Donc ne négligez pas le retour des rayonnements autour sur les murs annexes et au niveau des plafonds. Sinon, le résultat sera partiel. Voilà. Alors il y a des tissus comme ADR, qui sont des tissus développés en Pologne, qu'on peut relier à la terre en plus pour éviter les tensions induites. C'est un tissu qui arrête champ électrique de basse fréquence, champ électrostatique, haute fréquence et tension induite si vous le reliez à la Terre. Si vous ne le reliez pas à la Terre, vous aurez un effet sur les basses fréquences et les hautes fréquences, mais si vous le reliez à la Terre, vous aurez un effet également écran. C'est le seul tissu, à ma connaissance, qui combine tout ça. Maintenant, n'importe quel tissu en métal relié à la Terre aura des effets très proches de ce tissu, bien entendu, mais il contient dedans des substances qui permettent de créer une matrice active d'ions qui se combinent aux fibres de coton et qui crée un effet diélectrique à l'intérieur. C'est tout à fait original et donc on doit réioniser, recharger en lavant ce tissu au bout d'un temps pour que cet effet de transformation d'ondes électromagnétiques en chaleur, en calories, puisse continuer à se faire. Alors on n'a pas réinventé le chauffage à l'œil, évidemment, ce sont des degrés qui sont à peine perceptibles, on est dans des micro-degrés ou nanodegrés, donc c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe, c'est très faible, par phénomène de résonance. Alors chez Saint-Gobain, ils ont développé donc un premier berceau anti-ondes en 2019, qui est très design, je ne sais pas si vous le voyez ici, enfin avec l'éclairage qu'il y a aujourd'hui, c'est pas évident, c'est une coque qui est recouverte de cuivre et de bois qui est superbe, et donc ils ont développé en fait ça pour dire ben voilà, vous voyez, la question des ondes électromagnétiques nous interpelle aussi, et ils ont donc présenté cette protection de bébé. Moi je trouve ça horrible parce que si aujourd'hui on doit mettre les nouveaux-nés dans un système de berceau comme celui-là, où va-t-on? On y va en tous les cas tout droit, tout de suite. Pour les questions. Alors, je termine. Le capitalisme de surveillance est une atteinte à l'autonomie humaine, dit donc cette professeure émérite de Harvard Business School, sociologue et qui est une journaliste qui a également publié de lettres américaines beaucoup sur la question. Son bouquin est traduit en français aujourd'hui, le voici. Donc ça, c'est uniquement sur le thème du capitalisme de surveillance. Donc vous voyez, il y a quand même matière à réflexion quand vous voyez l'épaisseur du bouquin. Donc ça a été quand même publicité par The New York Times, The Financial Times et The Guardian et Barack Obama lui-même. Donc voilà, donc ça passe pas inaperçu. Il y a Kate Singer, qu'on peut citer également, qui travaille sur la politique publique
Katie Singer, qui est spécialiste dans l'environnement électromagnétique, mais surtout aux impacts climatiques, l'empreinte carbone et toutes les conséquences d'alimenter toutes ces antennes. Quelle va être l'empreinte écologique, la consommation d'énergie, le fait de pomper comme ça indéfiniment, alors que le coût de l'électricité n'a fait que d'augmenter ces dernières années, avec la guerre en Ukraine, la situation Covid. Et donc, elle explique tout ça bien en détail dans un livre qui est An Electronic Silent Spring, qui est ici et que vous pouvez obtenir à peu près partout maintenant sur Internet, et qui étudie donc les effets dévastateurs également de tous ces métaux lourds, des mines qu'on va extraire pour fabriquer les téléphones, les ordinateurs, l'empreinte carbone, donc les GPS, les caméras, et qui demande vraiment qu'on garde le plus longtemps possible et le plus longtemps, le nombre d'années utiles ces produits, plutôt que de les remplacer parce qu'ils seraient obsolètes sur le plan de l'utilisation, parce qu'ils ne seraient plus assez rapides ou ce genre de choses. Donc le problème des réseaux d'accès et des data centers qui collectent les données, ce sont des frigos géants qui consomment des quantités d'énergie phénoménales, et avec la 5G, ces data centers qui vont collecter ces données vont être extrêmement sollicités. Je vais vers la fin. Donc la 5G va bousculer ces data centers. La démarche qui vise à réduire l'impact environnemental numérique est donc, comme je vous l'ai dit, de conserver le plus longtemps possible nos appareils, avoir un comportement moins compulsif. Ça s'adresse aux jeunes aussi, évidemment, et principalement. Ne pas laisser actif le Wi-Fi, le Bluetooth, les données mobiles sur les smartphones. Éviter de dématérialiser l'économie. Parce que, évidemment, c'est bien pour le fisc, mais le problème, c'est qu'en ayant tout en système avec paiement par carte, je dirais, électronique, forcément, vous augmentez aussi la numérisation et les terminaux de paiement qui fonctionnent avec des technologies sans fil. Évitez de suréquiper son habitation de technologies sans fil inutiles et numériques. Je pense que tout le monde n'a pas besoin de, comment dirais-je, d'avoir de la domotique high-tech pour pouvoir faire fonctionner un frigo ou allumer chez soi. Je pense qu'on travaille aussi beaucoup sur l'anxiété des gens et sur le fait que ça va, soi-disant, améliorer leur qualité de vie, alors qu'en fait, au final, il n'en est rien. Alors, il faut l'équivalent, alors on ne voit peut-être pas bien le graphique ici, moi j'ai la projection en face des yeux, mais il faut l'équivalent de 9 réacteurs nucléaires pour alimenter la 4G, c'est une estimation. Il faudrait l'équivalent de 50 réacteurs nucléaires pour alimenter la 5G. Donc, ça c'est dans le monde, hein. C'est dans le monde. Donc, mais tout ça va passer donc en transparent. Je vais donner les copies des transparents aux organisateurs pour qu'ils puissent vous montrer tout ça, parce que ces données évidemment sont collectées, ne sont pas de moi. Donc 50 mégatonnes d'équivalent de CO2 par an de gaz à effet de serre. Alors ça, voilà, l'épuisement des ressources naturelles, selon Olivier Vidal, qui travaille au CNRS, il dit ceci: si on garde le rythme actuel de croissance dans les 30 prochaines années, il faudra plus de métal que l'on a produit depuis l'aube de l'humanité. Donc on est obligé vraiment de tout recycler aujourd'hui, tous les métaux, parce que bientôt on n'en aura plus à ce rythme-là. Donc c'est notre responsabilité. Il est temps de passer au développement durable, à la résilience et à la sobriété face aux solutions numériques. Je dirais même à l'abstention. À l'abstention. Hein, c'est pas le tout de dire, moi je vais avoir un comportement sobre. Abstenez-vous d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Ça c'est déjà la première chose à faire en matière de gestion, je dirais, de l'inutile. Le développement de la société dépasse de loin la seule question de la satisfaction des besoins numériques et matériels. On crée des besoins artificiels, évidemment, de plus en plus importants. La sauvegarde de la planète, l'énergie, l'environnement, le climat, sauvegarde des générations futures. Constatation, les technologies sans fil, elles sont intéressantes, oui. Principalement parce qu'on est en mouvement. Ça a l'air idiot ce que je dis. Hein. Mais en fin de compte, si vous n'êtes pas en mouvement, vous n'en avez pas besoin. Donc finalement, est-ce réellement utile? On va payer le prix fort pour pouvoir bouger, être joignable partout et rester en mouvement, donc avoir à tout moment, n'importe où, la possibilité d'être joignable et de communiquer. Donc sinon, les réseaux câblés et les fibres optiques suffisent largement.
La 5G, technologie de pointe et rentabilité économique avant la santé publique, ça on l'avait compris, et les questions d'empreinte écologique, pour que les voitures roulent sans conducteur. Tout ça pour ça. Pour transmettre des données vidéo plus rapidement. Pour surveiller encore plus facilement la population et mesurer les achats, le comportement, pour interconnecter des appareils électroniques. Autre aspect important, les interférences ne sont pas étudiées suffisamment, que ce soit avec le matériel électronique ou avec le corps, on n'a pas de recul nécessaire, on a une méconnaissance des déséquilibres cellulaires à long terme, une méconnaissance sur les effets au niveau du réchauffement climatique de toutes ces micro-ondes et les perturbations que ça peut entraîner. Nikola Tesla l'avait déjà prédit, hein. Pourtant on était... il y a plus d'un siècle d'ici, au moment où il s'en est inquiété. Visiblement, nous n'avons pas appris les leçons du passé. Il a presque fallu 90 ans pour que les effets de l'amiante soient reconnus au niveau politique et au niveau des assurances. D'ailleurs, elles ont décidé de ne plus payer, comme pour les champs électromagnétiques. Ce sont des clauses d'exclusion des contrats en responsabilité civile depuis le début des années 2000. Les conséquences sur les réchauffements climatiques, donc par l'énorme consommation d'énergie électrique qu'il va falloir utiliser pour alimenter toutes ces antennes. Alors, si vous n'êtes pas conscient du problème, dit ici le professeur Bill Torber du Boston College School of Management, si vous n'êtes pas conscient que vous faites partie du problème, vous ne pouvez pas non plus faire partie de la solution. Une dernière citation ici du docteur Evan Beale, docteur en médecine du département de physiologie de l'université d'Auckland, que tout le monde connaît bien entendu. Enfin non, je vous charrie ici. Il dit en tous les cas, c'est un monsieur qui a étudié les effets des radiofréquences et qui dit ceci. Une protection adéquate de la santé demande une volonté de reconnaître les risques potentiels aussi tôt que possible et non une détermination à les nier aussi longtemps que possible. Et je terminerai sur le livre du docteur Bellepomme, le livre noir des ondes, qui est un collectif d'auteurs qui est vraiment très bien, que vous pouvez consulter ici. Et puis le rapport de Miguel Coma, ingénieur, à qui je rends hommage, qui a suivi des cours en environnement électromagnétique chez nous pendant une année, qui est un expert vraiment de la 5G en Belgique et qui a fait un rapport remarquable de plus de 270 pages sur justement l'utopie de cette 5G, les conséquences sanitaires, les conséquences au niveau de l'environnement. Il décrit tout ça très très bien. C'est un document absolument remarquable qui a donc aujourd'hui le mérite d'exister gratuitement sur le net. Et donc nous étions ensemble ici à l'occasion de son passage où il venait chercher du matériel de mesure puisqu'il s'est questionné sur tout cela. Alors vous pouvez nous retrouver sur le site etudevie.be. Vous aurez des informations ici sur les tables à côté. Et puis j'ai des confrères et des élèves qu'on a formés dans les mesures de champ électromagnétique qui peuvent me suppléer et qui sont ici aussi pour vous donner des renseignements là-dessus. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. J'ai des documents à vous remettre. Et alors, je me ferai un plaisir de vous offrir un DVD qu'on avait fait printer. On avait racheté les droits pour la Belgique et la France à monsieur Klaus Scheistigger, qui est un journaliste d'investigation allemand, qui est devenu un ami, qui a fait le documentaire The Cell Phone War, donc Die Handykrieg, qui est l'équivalent en allemand, les portables en accusation, au milieu des années 2005, et que je vous offre, qui a une valeur d'une vingtaine d'euros, parce qu'on en a tellement printé que finalement, comme ce documentaire a été complété par 2 nouveaux documentaires, eh bien, je vous l'offre si vous venez donc me trouver. Et alors, je vous demanderai si vous voulez avoir des informations à ce sujet, peut-être. Vous n'êtes pas obligé, mais de laisser peut-être au moins une adresse email. Comme ça, nous, on sait garder le contact aussi avec vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà à quoi ressemble la jaquette. On trouve évidemment aujourd'hui des extraits sur YouTube depuis quelques années, mais ce documentaire a été le début de l'affaire George Carlo, qui est un scientifique avec lequel j'ai gardé des contacts aussi, qui a mené donc une attaque contre l'industrie du portable et qui réclame des dommages et intérêts de centaines de millions de dollars aux fabricants de téléphones et qui porte les affaires devant la Cour suprême aux États-Unis. Le début de son combat est expliqué ici et ça a mené Klaus, qui est le journaliste, à finalement faire un autre documentaire sur le sujet, qui est la suite de l'histoire,
qu'on peut voir ici sur le stand, et même un troisième avec différents intervenants, dont également aussi le docteur Monika Kraut, qui est ici aujourd'hui de Aachen en Allemagne, et qui fait partie du troisième documentaire, qui est médecin et Heilpraktiker, et qui travaille également sur la question des ondes électromagnétiques, puisqu'elle a connu malheureusement des décès de personnes très proches d'elle également dans le cadre de l'exposition aux antennes, et qui s'est battue dans son quartier, dans sa rue, parce que la rue dans laquelle elle vit s'appelle la rue des Veuves, c'est-à-dire que les personnes, les hommes décèdent notamment d'arrêt cardiaque de façon anormale. Elle a relayé l'information au niveau du gouvernement allemand, mais on est toujours face à des murs, on bute toujours face aux mêmes problèmes. Donc voilà, je vous remercie mesdames et messieurs pour votre attention, je vais répondre à vos questions si vous en avez.